bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une recherche que nous avons faite avec Aurélie Croiset, qui est psychologue, et donc moi-même enseignante en psychologie de la santé, sur finalement quelle qualité de vie pour les aidants de patients atteints de maladie de Parkinson. L'idée, au départ, puisqu'effectivement, alors on a beaucoup de recherches sur les aidants, on a beaucoup de recherches sur les malades chroniques. L'idée, c'était de pouvoir allier les deux, c'est-à-dire se poser la question de quelle était potentiellement l'interaction entre les personnes qui avaient une maladie et puis les aidants. On est d'accord, bien souvent, voilà. Et on a vraiment que, bien souvent, si on discute des aidants, on n'a que les aidants séparés des patients. Or, ce qui nous intéresse, et vous le savez tous, c'est vraiment cette interaction-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ce qui se passe au niveau du patient, à savoir la qualité de vie du patient, son anxiété, a priori peut-être une dépression, l'âge, etc. Est-ce que ça vient à faire quelque chose avec ce que vit l'aidant, et pour le coup, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce fardeau ? Je vais revenir juste un peu sur la définition. Qu'est-ce qui se passe sur cet ajustement dyadique pour arriver à comprendre quelle est la qualité de vie de l'aidant ? Quand on parle de fardeau, c'est toujours un terme un petit peu fort, sans doute. Le fardeau, ça veut dire quelle est la charge ? On a un aidant qui doit s'occuper des aspects techniques, des aspects peut-être financiers, des aspects de cuisine, peu importe quoi. Et on verra d'autres aspects, bien sûr. Quelle est cette charge-là ? Est-ce qu'il y a une charge ? Dans tout couple, puisqu'on va parler des couples, bien sûr, il y a ce qu'on appelle un ajustement dans le couple. Comment je gère le stress de mon conjoint ? Est-ce que j'arrive à discuter sans vraiment de dispute ? Voilà, comment on fait pour s'ajuster dans ce couple-là ? Et dans cette interaction, la fardeau ou surcharge et ajustement dans le couple, finalement, quel est l'effet sur la qualité de vie ? Quelle qualité de vie ont les aidants ? Ça, c'est cette question que nous nous posons. Nous avons interrogé, alors c'est une petite recherche, comme vous l'avez vu au départ, bien sûr, qui a été financée par la Fondation. Et ces couples-là, finalement, on les a interrogés à travers aussi le centre expert. C'est une petite recherche, en tout cas c'est un début. 25 couples ont répondu. On va voir après comment ils ont répondu. Ces couples-là étaient âgés à peu près de 60 à 80 ans, en couple en moyenne depuis 44 ans, pour certains de 20 à 59 ans, forcément. On avait parmi ces 25 couples, 24 couples mariés et un couple qui était recomposé après l'annonce de la maladie. Alors nous avons choisi, pour cette recherche sur les 25 couples, des couples qui étaient en Occitanie. Puisqu'en fait, Aurélie Croiset, qui était la psychologue qui se déplaçait à domicile. Donc nous avons vu tous ces couples-là chez eux, donc vraiment dans leur sphère intime. 80% vivaient en maison individuelle, dont les autres en appartement. Et tous, au moment de la recherche, étaient à la retraite. Et leur métier était agriculteur, chef d'entreprise, activité d'auto-entreprise et des postes d'employés, d'ouvriers, de cadres et professions intellectuelles supérieures. Dans ces patients, on avait 18 hommes et 7 femmes, et donc chez les aidants, l'inverse, effectivement ici, 18 femmes et 7 hommes. Et là, pour le coup, on peut avoir déjà une remarque, c'est que bien souvent, les recherches au niveau des aidants montrent que nous avons une grande proportion de femmes. Et donc ici, on revoit encore ce constat-là, où dans nos couples, on a effectivement beaucoup plus de femmes. Le diagnostic était posé en moyenne aussi depuis 16 ans, quand nous avons vu ces patients et leurs aidants. On a eu une méthode, alors ce qu'on appelle nous une méthodologie, en tout cas dans cette recherche, nous avons eu 2 moyens de poser des questions. Soit par entretien, et donc Aurélie Croiset a eu des entretiens avec les aidants et les patients,
chaque fois, et à travers une série de questions. Et puis, nous avons fait passer des questionnaires, encore une fois, aux patients et aux aidants. Il est bien évident, rappelez-vous, en fait, un peu le schéma de recherche que j'ai fait au départ, que les patients ont eu moins de questionnaires à remplir. On leur a demandé quelle était leur qualité de vie, on leur a demandé quelle était leur anxiété, leur dépression. Par contre, aux aidants, on leur a demandé la même chose, qualité de vie, anxiété, dépression, mais aussi qu'est-ce qu'ils vivaient comme surcharge, mais aussi quels étaient finalement leurs ajustements dans le couple, et enfin, bon, je l'ai dit, la qualité de vie. Alors, quels sont les résultats de tout ceci? Alors, on va voir, je vais d'abord vous présenter ce qui s'est passé au niveau des entretiens. Qu'est-ce que nous ont dit les patients et les aidants? Entendez bien, chaque fois, on a vraiment les deux propos. Et quand on voit un peu ce nuage de points, comme un petit peu dans les questions que l'on avait tout à l'heure, on a ces nuages de points qui arrivent par rapport aux entretiens. Et donc, on a une série de thématiques. Alors, vous voyez, au cœur, là, au centre, vraiment, c'est le couple qui est mis en jeu. Et on va venir décliner ces thèmes-là maintenant. Alors, et précédent, pardon. Et avant de décliner, bien sûr, ces thèmes-là, parce que ça va être important, mais ça fait résonance quand même avec plein de choses à la fois que Christine a dit, que j'ai aussi vu sur les posters, que j'ai vu aussi sur la fabuleuse, pas bande dessinée, mais en tout cas, les images qui étaient là. Et ça répond réellement, c'est-à-dire que nos patients de cette recherche, quand on leur demande les symptômes moteurs les plus souvent, en tout cas ce que l'on retrouve vraiment, c'est les douleurs, dont acte, on vient d'en parler. Il y a les chutes, il y a les difficultés à marcher, la lenteur qu'on peut retrouver aussi dans des propos tout à l'heure, la perte des repères spatiaux, des coordinations qui peuvent être problématiques, des blocages, la fatigue, les crampes, difficultés à écrire. Et puis si on regarde et si on pose la question des troubles émotionnels, quels sont-ils ou qu'est-ce qu'ils nous disent? Mais on a effectivement une plus grande sensibilité au stress, dont on va voir tout à l'heure, qui peuvent peut-être venir accentuer certains blocages. Une hypersensibilité émotionnelle, qui vont effectivement là aussi amplifier certains symptômes. Et puis des sentiments, un sentiment de dépression et de diminution. Alors quand je parle de sentiments, ça veut dire on n'a pas forcément ici des patients qui ont une dépression, mais vraiment ce sentiment-là, émotionnellement, ça ne va pas. Et bien sûr, cette diminution. Ce qui est frappant et ce qu'il ne faut pas oublier, ce sont ces personnes-là qui, quand ils ont répondu, étaient à la retraite. Et ça veut donc dire que parfois, dans leur discours, ce que l'on va retrouver, que l'on va voir là, c'est qu'ils ne savent pas forcément parfois ce qui vient de la maladie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une dégradation parfois due à la maladie, due à l'âge. C'est-à-dire, voilà, on voit se confondre, on voit se croiser ces deux étapes finalement de vie, entre une maladie et puis une étape aussi de vie qui est la retraite. Alors j'ai dit, on va voir progressivement quels sont les impacts. Qu'est-ce qui se passe quand les patients, quand les aidants nous répondent, quand ils nous parlent? Et donc, on a une première thématique que l'on pourrait appeler, ou en tout cas, on pourrait dire, et qui a vraiment un impact social de la maladie sur le couple. Alors, on est d'accord, chaque fois, les patients nous disent, il y a vraiment cet impact, les aidants aussi, et on le voit à travers les items qui sont marqués ici. Les amis ne comprennent pas, et ça nous isole. L'isolement est plus important depuis que la maladie progresse. Plus la maladie avance, moins les relations amicales se maintiennent. Donc, bien sûr, on a cette maladie qui vient ici impacter au niveau social le partage de ce qui pouvait se faire précédemment. Ça va être important dans cet aspect-là ici. Et puis, nous avons bien sûr un couple, je l'ai dit, ils en parlent de façon croisée. Il y a cette sphère-là qui est donnée par les aidants et les patients, qui est le manque d'affection au sein du couple. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent finalement? Alors là, aussi bien patients qu'aussi bien aidants. Je ressens un grand besoin d'affection depuis que la maladie progresse. On ne dort plus ensemble, il n'y a plus d'affection possible.
La sexualité ne me manque pas, hormis l'affection que je n'ai plus. Difficile à supporter d'être avec quelqu'un de malade et d'être constamment... j'ai la lumière pleine d'être constamment attentif aux besoins de l'autre. Et encore, beaucoup de choses ont changé depuis qu'il est malade. Quelque chose est différent, alors que nous avions passé notre vie ensemble. Alors, je vous rassure quand même, parce que je vais être, je pense, un peu négative dans les propos qui sont écrits, mais je vous rassure quand même, certains des patients et certains des aidants ont dit « tout va bien ». Heureusement, hein, j'ai oublié de le dire précédemment. Ici, quand même, certains disent « non ». Bon, ils sont rares, par contre. Mais certains disent « tout va bien ». Il n'y a rien qui me manque, il y a l'affection, il y a la sexualité, il y a tout ce qu'il faut. Mais on a vraiment plus souvent ce manque-là d'affection. Bon, forcément, vous n'en doutez pas, on va parler bien sûr de la qualité de santé sexuelle. Ce n'est pas parce qu'on a entre 60 et 80 ans qu'il n'y a plus cette qualité de santé sexuelle. Et il est important d'en parler justement. Peut-être en conclusion, on y reviendra dessus. Certains nous ont vraiment dit il y a une activité sexuelle qui est nulle. Alors nulle, pas dans le qualificatif, elle est plus existante. Comme en fait l'autre personne qui me dit cette sexualité, elle est inexistante. Un patient qui dit la maladie crée de la lenteur, ce qui rend plus difficile l'acte sexuel. Ou encore, je n'ai plus de ressenti. Donc on a réellement, n'oubliez pas, hein, il y en a certains, ça va. Hein. Donc cette qualité de santé sexuelle, elle est modifiée. C'est important, en tout cas pour nous, psychologues, cette santé sexuelle, elle fait partie de la qualité de vie. La qualité de vie, en fait, elle va être composée de piliers, dont la santé sexuelle. Et si cette santé sexuelle se trouve modifiée, se trouve éradiquée, se trouve annulée, comme ils peuvent le dire par la maladie, forcément, ça peut créer un manque dans ce couple-là. Donc, en tout cas, ça nous est ressorti au niveau de ces patients et de ces aidants. Bien sûr, il y a une charge de vie quotidienne, et elle y est. Et typiquement, on reprend, et vraiment le titre du thème, c'est charge de la vie quotidienne, lorsqu'on vit avec un partenaire Parkinson, c'est une aidante qui nous l'a dit. Là, ici, on a vraiment toute une série d'items, et là, j'ai peu de personnes qui m'ont dit tout va bien. Il y a une charge, c'est clair. On s'adapte au niveau de la dépendance, et plus ça va, en fait, finalement, et il faut s'adapter à ce degré de dépendance. C'est compliqué, avec ce sentiment de culpabilité, c'est compliqué de sortir seul et de le laisser à la maison. Je ne peux plus compter sur lui au niveau des prises de décision, de planification, des activités ou des tâches domestiques. Il y a une perte de repères dans le quotidien, nous dit un patient. Je ressens une obligation, comme on l'a vu tout à l'heure, sur cette même dame qui nous parlait, une autre dame qui nous a parlé, je ressens une obligation, une contrainte à rester à la maison. Et on se réorganise différemment. Mais nous sommes à la retraite, nous avons le temps. Ce qui laisse figurer finalement, là, ici, chez cette personne-là, quelque chose de positif où, je l'ai dit, on s'articule avec la retraite. Et donc, cet espace donné par la retraite nous permet, ou leur permet effectivement, de pouvoir peut-être prendre ce temps-là différemment. Ok, je vais plus vite. Une qualité de vie du couple dégradée. La qualité du couple, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est altérée parce qu'il y a des douleurs. Parce que tout a changé dans le couple, parce que cette vie de couple est inexistante. Donc voilà, une vie vraiment de couple dégradée par rapport à une charge mentale augmentée. Allez, je vais passer là-dessus. On l'a compris, il y a vraiment des difficultés de vie dans le couple. Il n'est plus comme avant, ce couple. Là, on va dire que sur les 25 couples, on avait à peu près un couple qui nous a dit « tout va bien ». Donc, on voit quand même, malgré tout, cette charge-là. Une chose qui est importante, c'est cette personnification de la maladie. En fait, il y a une personne de plus dans cette histoire-là. Il y a le conjoint, puis son épouse, et puis l'arrivée
de quelqu'un d'autre, c'est la maladie. Et donc, il faut faire avec cette troisième personne, et du coup, on va personnifier vraiment cette maladie. Et enfin, ce rôle d'aidant, le titre, c'était la qualité de vie chez l'aidant. Le rôle d'aidant, quel est-il? Ben oui, bien sûr. À part un couple qui nous a dit « tout va bien », j'aurais besoin d'avoir une aide psychologique pour moi ou pour mon couple. Ce rôle est épuisant, non pas par les tâches ménagères, mais quant à la charge émotionnelle à porter. Le quotidien est difficile. Le rôle d'aidant est difficile car je suis contrainte de rester avec ma femme. Nous ne voyons plus les amis. Donc en fait, ici, finalement, on reboucle sur l'impact social. Alors je vais passer là-dessus, mais on avait vu au départ qu'il y avait une recherche aussi par questionnaire. Et l'idée, c'était d'expliquer quelle qualité de vie il y avait mentale et quelle qualité de vie physique il pouvait y avoir. On va passer sur cette diapo-là, mais pour en arriver à la conclusion. Quelle conclusion on peut porter à tout ça? Mais quand on regarde les résultats de l'enquête par questionnaire et quand on regarde les résultats de l'enquête par entretien, on s'aperçoit d'une chose, c'est que par questionnaire, le fardeau est inexistant. Il n'y a pas de surcharge. La qualité de vie, elle est satisfaisante. À croire que les patients du centre expert, franchement, tout va bien pour eux. L'anxiété et la dépression, elles nous interrogent un peu quand même sur les patients. Et, chose quand même à relever, c'est que les femmes sont davantage mises en difficulté. Ça, c'est les résultats du questionnaire. Il n'y a pas de surcharge. Sauf qu'on vient de le voir quand même. Dans les propos recueillis, il y a une surcharge. Il y a une qualité de vie du couple qui est dégradée. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas vraiment bien. Ces résultats qu'on a là avec les propos, elles correspondent, elles s'articulent vraiment à la littérature. On a un état de santé physique dégradé chez les aidants. On a une qualité de vie aussi dégradée chez les femmes. Ça, c'est un résultat que l'on retrouve plus souvent et pour lequel nous, on doit penser en tant que psychologue en disant il faut sans doute faire de la prévention. Et puis une santé physique et mentale du proche aidant qui va varier en fonction du type des pathologies et bien sûr des vulnérabilités de l'aidant. Parce qu'en fait, on n'en parle pas suffisamment de ces vulnérabilités. On va souvent parler des vulnérabilités du patient, mais peu de l'aidant. Et donc, on va s'apercevoir bien sûr qu'il y a ces vulnérabilités-là. Alors ça nous interroge de ne pas avoir ces mêmes résultats ou voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Je l'ai dit, il y a une perte il y a en fait ce fardeau-là, cette surcharge qui peut être une source de stress. Et puis en même temps, cette perte d'autonomie, alors qui va aussi s'articuler avec cette mise à la retraite, cette perte de travail, etc. Et où on va voir que forcément, il y a articulation entre perte d'autonomie et ce degré de dépendance. Cependant, on se demande, et moi, c'est vraiment une question que je me pose, c'est pourquoi en fait, sur un questionnaire, les aidants nous disent qu'il n'y a pas de fardeau, il n'y a pas de surcharge. Dans les recherches, on trouve qu'il n'y a pas de surcharge. Quand on les interroge à l'oral, oui, il y en a. On peut faire des hypothèses. Une des hypothèses, c'est effectivement de dire ces personnes-là, elles sont âgées entre 60 et 80 ans, elles sont mariées depuis à peu près 44 ans. Ces personnes, quand elles sont mariées, et vous le savez tous et toutes, on s'est marié ou vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Et donc, on arrive à cet âge-là où on va venir croiser ces périodes où on se dit, on a passé 44 années ensemble. Et donc, ici, c'est pour le meilleur et c'est pour le pire. Et donc, cette aide ou ce rôle d'aidant qui arrive provoquerait peut-être un peu moins de surcharge de ce que nous pouvons appeler un fardeau psychologique, parce que, alors c'est une hypothèse, mais parce que peut-être, c'est pour ce meilleur et pour ce pire-là. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que vous avez vu, les aidants sont davantage des femmes, et dans cette population vieillissante, on peut le dire de cette façon-là, le partage des tâches domestiques était davantage genré. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ou pour nous, psychologues? Le partage des tâches, à un moment donné, c'est davantage chez les femmes. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ici, le fardeau perçu, il va être un peu moins élevé, puisque, finalement, c'était une tâche dévolue aux femmes. Sans doute moins vrai maintenant. Mais, non, voilà. Donc, c'est en fait toute cette série de questions que l'on peut se poser. Alors, des questions et des recherches qui sont encore à faire, et notamment sur tout ce qui est de l'affection et de la qualité de santé sexuelle. Voilà.
Merci de votre attention. Merci beaucoup. C'est vrai que le sujet des aidants est très important. Et nous, en fait, on a voulu regarder un aspect positif dans la question qui est posée aux aidants. Nous, quand on parle, on dit toujours qu'il faut qu'ils trouvent du temps pour eux, qu'ils pensent aussi à eux-mêmes, qu'ils prennent soin d'eux. Et on voulait, en 1 ou 2 mots, savoir ce que font les aidants pour trouver du temps pour eux-mêmes. Quelle activité ils font, qu'est-ce qu'ils font. On voulait avoir un peu ce côté plus positif de dire oui, les aidants arrivent quand même à trouver du temps pour eux. Ils le font, mais qu'est-ce qu'ils font? Pas de réponse. J'espère que vous en trouvez. Hein. Voilà, non, ça arrive. Il fallait juste un peu de temps pour que ça arrive. Couper du bois. Donc je pense qu'il y a autant de solutions que de personnes. C'est toujours... c'est en fonction vraiment Non, mais c'était un peu intéressant. On voulait voir s'il y a quelque chose... Ah, c'est toujours bizarre quand il y a un mot qui sort tout d'un coup un peu plus. Il y a quand même beaucoup de sport. Quand même. Ouais. Donc n'hésitez pas à continuer à mettre. On va garder encore quelques instants. Et en fait, je vais profiter... on va laisser ça. Je vais profiter pour... poser une question qui a été posée en ligne, en fait, et je pense qu'il est très intéressant, qu'il faut poser à présent. C'est la question des plus jeunes parkinsoniens. Donc il y a quelqu'un en ligne qui demande si la même étude va être faite sur des couples plus jeunes, pour voir justement comment les aidants plus jeunes vivent les choses, quel est le fardeau qu'ils peuvent avoir. Et c'est vrai que nous, on se rend compte, hein, les populations jeunes n'ont pas les mêmes attentes, les mêmes problématiques que les personnes plus âgées qui ont la maladie de Parkinson. Est-ce qu'on peut prévoir une étude dans le prochain appel à projet? On va la prévoir. On va la prévoir. Non, alors, la question est justement posée parce que, bien sûr, quand je dis à la fois des effets genrés, du meilleur et pour le pire, forcément, on est sur une population qui est vieillissante avec des concepts et des valeurs. Et les plus jeunes... il y a bien d'autres questions qui se posent, bien sûr. Ouais. Donc oui, je pense que ça serait vraiment intéressant de pouvoir faire une recherche sur les plus jeunes couples. D'accord, merci beaucoup. Donc on voit la peinture est quelque chose qui plaît beaucoup. Je pense que ça doit être apaisant et ça peut être fait, c'est bien. Super.